Imagine que pour X ou Y raison, tu travailles dans un café et que tu as commencé il y a quelques semaines. Bon bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des commandes, tu vas te tenir droit, tu vas sourire, tu vas aller de table en table et tu vas bien sûr apporter des cafés. Tu vas faire comme un garçon de café. Alors probablement que tu ne voudras pas servir des cafés toute ta vie, mais pour l'instant, c'est l'identité que tu te crées. Et pendant des mois, tu vas jouer la comédie. Tu vas jouer à être un garçon de café. Et là, tu vas te dire pourquoi je te raconte ça. Alors je te raconte ça parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à accomplir tes objectifs, si aujourd'hui ta situation ne te correspond pas, si tu trouves que ta vie ne te correspond pas, si tu trouves que les études que tu fais ne vont pas vraiment t'aider à te développer, si tu es en CDI mais que tu n'as pas l'impression d'être à ta place, mais que malgré ça, pour X ou Y raison, tu restes dans la situation où tu es, que tu persistes dans cette vie-là en sachant pertinemment qu'elle ne te plaît pas, alors qu'est-ce qui te différencie vraiment de ce garçon de café? Comme lui, tu vas jouer la comédie. La comédie du salarié heureux. La comédie de l'étudiant qui profite de sa jeunesse. Et petit à petit, tu vas en faire ton identité. Alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire, que c'est pas vraiment qui tu es. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te montrer que c'est pas une fatalité, et qu'il faut pas non plus accuser le système de te bloquer dans un parcours qu'on t'aurait imposé, car ce serait de la mauvaise foi de dire ça. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un grand philosophe français du XXe siècle, qui a tout simplement changé ma vie. Ce philosophe, c'est Sartre. Je pense sincèrement que c'est en grande partie grâce à lui et ce qu'il m'a transmis que j'ai réussi à faire des choses assez folles pour mon âge, à générer des centaines de milliers d'euros avant mes 22 ans, à devenir conférencier et surtout à avoir trouvé une voie qui me correspond pleinement. C'est grâce à lui parce que les concepts que je vais t'expliquer dans cette vidéo et qui sont les siens sont à l'origine du plus gros déclic mental que j'ai eu dans ma vie. Un déclic mental qui m'a fait passer à l'action massivement. Et je pense sincèrement que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu pourras avoir le même déclic. Alors installe-toi et laisse-moi te parler plus en détail de ce garçon de café. Car oui, j'ai commencé cette vidéo par lui. Et en fait, cet exemple, c'est pas le mien. C'est celui qu'utilise Sartre justement dans L'être et le néant. Alors plus tard dans la vidéo, je vais vous lire un de mes extraits préférés de ce livre où il parle justement de ce garçon de café. Mais avant ça, pour bien comprendre, il faut qu'on s'arrête sur une notion clé. Tout à l'heure, je t'ai dit que si tu accusais le système ou un élément extérieur d'être responsable de ta situation, bah t'étais de mauvaise foi. Alors je vais commencer par t'expliquer ce que Sartre entend et ce que j'entends aussi par là. Alors faire preuve de mauvaise foi, c'est le fait d'affirmer un propos que l'on sait foncièrement faux ou injustifié, en étant conscient de cela, mais de continuer malgré tout à le clamer comme la vérité. Donc c'est une forme de tromperie et de malhonnêteté. Mais attention, la mauvaise foi, c'est pas juste un mensonge. Je vais donner un exemple. On bosse avec mes associés sur une mission pour un client, il y a une tâche très importante à faire pour vendredi 18h, c'est moi qui dois m'en charger, on s'est tous mis d'accord, la deadline est claire, vendredi arrive, il est 17h50 et la tâche n'est pas prête. Mon associé Enzo me demande « Mec, t'en es où du livrable ?» Et là je lui dis « Frérot, j'ai pas pu avancer, j'ai eu une semaine de fou, trop de trucs urgents, j'ai vraiment pas eu le temps. » Là, à ce moment précis, je suis en train de mentir. Parce que je sais au fond de moi que j'aurais pu la faire, cette tâche. Je sais que j'ai passé 3 heures mardi à scroller sur Insta. Je sais que j'ai fait une séance de sport de 2 heures mercredi et une soirée jeudi. Mais sur le moment, c'est plus confortable de sortir un prétexte, donc je mens. Donc ça, c'est juste un mensonge. Mais là où ça devient pire, c'est que quelques jours plus tard, je raconte à mon deuxième associé Thomas « Non mais en vrai, la semaine dernière, elle était ingérable. J'ai vraiment pas eu le temps de faire tout ce que je devais faire. » Et cette fois, je suis sincère. Je suis convaincu de ce que je dis. Je suis plus en train de mentir. Je suis passé dans un autre registre. Je suis de mauvaise foi. Parce que j'ai refait le film dans ma tête. Je me suis rendu victime de ma propre histoire et j'ai oublié que j'avais sciemment mal géré mon temps. Et c'est ça, la mauvaise foi. C'est quand tu redécores ton excuse jusqu'à ce qu'elle ressemble à une vérité acceptable. C'est du camouflage mental. Dans la mauvaise foi, il y a une surcouche d'auto-persuasion car on cherche à intégrer notre mensonge dans la réalité. La mauvaise foi, c'est une adaptation du discours à nos intérêts. C'est trouver des raisons quand on a besoin de trouver des raisons, et c'est ne pas trouver de raisons quand on ne veut pas trouver de raisons. Alors il nous arrive à tous assez régulièrement d'être de mauvaise foi avec les autres. Mais pour moi, le gros problème, c'est quand on est de mauvaise foi avec soi-même. Et qu'on finit par ne même plus se rendre compte qu'on fait preuve de mauvaise foi. Si ta situation actuelle ne te convient pas, et que tu te dis qu'il faudrait absolument que ça change, mais qu'à chaque fois tu finis par te convaincre que t'as pas le temps, que c'est pas de ta faute, que c'est trop tard, que t'as pas eu de chance, bah tu fais probablement preuve de mauvaise foi. Et ça sans même t'en rendre compte. Tu penses être sincère lorsque tu prononces ces excuses, alors qu'en réalité, tu t'auto-persuades. Quand on fait ça, on est simplement en train de tisser un voile d'illusion, un voile de négation de la réalité.
On préfère toujours se dire que si on en est arrivé dans cette situation qui nous déplaît, c'est parce qu'on n'a pas eu de chance, c'est parce qu'on a fait les mauvaises rencontres, c'est parce qu'il nous est arrivé des choses qui ne dépendaient pas de nous, et on aura bien évidemment raison de le dire. Il y aura forcément des choses qui auront joué en notre défaveur, sans qu'il nous soit possible de faire autrement, bien sûr. Mais cela ne doit pas nous rendre aveugles à notre propre pouvoir, à notre propre influence, à notre propre maîtrise de notre vie et de ce que nous voulons être. En tout cas, c'est ce que je crois, et c'est précisément ce que dit Sartre dans L'être et le néant. Car pour Sartre, l'homme est profondément libre et est condamné à l'être. L'homme n'est pas un objet ou une chose. Il n'est pas comme une table ou une chaise. La table et la chaise ont ce que Sartre appelle une essence. Elles ont une identité figée, souvent définie par leur fonction d'ailleurs. La chaise existe pour que l'on s'assoie dessus. Là où la caractéristique de l'homme, c'est justement qu'il n'y a rien. On n'a pas de fonction prédéfinie. Et c'est parce que l'homme n'est rien à la base qu'il peut être ou devenir tout à la fois. Et donc chacun de nos choix et de nos actions est un arrachement au rien, un arrachement au néant. Parce qu'à chaque fois qu'on agit et qu'on fait des choix dans notre vie, on prend un chemin parmi une infinité de chemins possibles. Et le problème, c'est qu'on a tendance à se chosifier, à s'essentialiser. On va dire qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, comme si on était figé dans le marbre. Par exemple, on va décréter qu'on est quelqu'un de timide, de généreux. On va se dire qu'on est nul en maths ou bon en français. On va se coller des étiquettes identitaires. Et on va se servir de ça pour nier notre liberté. Nier le fait qu'on pourrait très bien devenir bon en maths, même si on n'est pas bon à la base. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que notre liberté nous effraie. Le fait qu'on soit rien à la base et qu'on puisse tout devenir, c'est assez angoissant. C'est flippant de se dire qu'on peut être absolument tout. Parce que ça veut dire qu'il va falloir choisir. Et choisir, ça engage. Choisir, c'est prendre un chemin parmi une infinité. Et donc, c'est renoncer aux autres. Si on prend l'exemple de se lancer dans l'entrepreneuriat, comme j'ai pu le faire, c'est typiquement ce genre de chemin et de trajectoire qui nous effraie. Parce que devenir entrepreneur, c'est choisir de devenir quelqu'un qu'on n'est pas encore. C'est accepter d'endosser une nouvelle identité, d'entrer dans un monde inconnu, avec tout ce que ça implique. Tu dois sortir d'un cadre stable pour plonger dans l'incertitude, tu dois démarrer de zéro, tu dois créer de la valeur avec tes propres idées, tu dois parler à des dizaines d'inconnus, tu dois te vendre, tu dois t'exposer, tu dois encaisser les refus, tu dois prendre le risque d'échouer, et surtout tu dois assumer l'idée que si tu échoues, ce sera entièrement de ta faute. Et tout ça, ça fait peur. Alors pour fuir cette peur, on préfère se dire « je suis pas fait pour ça. Je suis trop timide pour entreprendre. C'est pas dans ma nature. Moi, j'ai besoin de sécurité. » Mais en réalité, c'est juste un mécanisme d'autodéfense. Parce qu'on préfère fuir que d'avoir à faire face à cette liberté radicale. Parce qu'on préfère se raconter qu'on est une nature, qu'on est comme ça, plutôt que d'admettre qu'on est libre. Et pour Sartre, c'est précisément ça, la mauvaise foi. C'est la fuite vis-à-vis de ce que nous sommes, à savoir des êtres libres. C'est le fait de nier ce pouvoir de l'homme, c'est transformer l'être humain en une chose. Alors bien sûr qu'il y a des influences. Bien sûr qu'on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait comme on le voudrait. Qui serait assez naïf pour le croire? Mais l'influence ne signifie pas le déterminisme. Le déterminisme, c'est le fait de considérer que tous les événements, et aussi toutes les actions humaines, sont une conséquence directe de la chaîne d'événements antérieurs, d'un enchaînement de causes et d'effets. Et effectivement, il peut arriver qu'on se retrouve dans une situation où on n'y est pas pour grand-chose et où on a été déterminé par des causes externes. Mais pour Sartre, on ne peut pas imputer au déterminisme la responsabilité de nos choix, on peut rendre le déterminisme responsable en partie de ce qui arrive, mais on ne peut pas rendre le déterminisme responsable de la manière dont on réagit à ce qui arrive. Et c'est sa célèbre citation, « L'important ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Et pour illustrer ça, voilà ce que nous dit Sartre sur ce fameux garçon de café. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes, se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue. Il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Il n'y a rien là qui puisse nous surprendre. Le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser.
Alors quand je disais qu'on n'est peut-être pas si différent de ce garçon de café, appelons-le Robert, je veux dire que Robert, il oublie qu'il est quelqu'un sous le costume, sous ce rôle qu'il joue, le rôle social qu'il est obligé de jouer et que nous jouons tous. Et Robert, comme n'importe qui, n'a pas forcément conscience au moment où il joue ce rôle d'être en train de jouer un rôle. Robert, il oublie qu'il est Robert, derrière le garçon de café. Il oublie qu'il est un être humain doté d'une conscience, doté d'un libre arbitre. Derrière le rôle social qu'il est en train de jouer, il oublie que ce n'est pas parce qu'on porte un costume que l'on est obligé de vendre sa liberté. Mais si Robert décide de retirer son tablier, en réalité, rien ne pourra l'en empêcher. Il aura pris sa décision, et à moins de le contraindre physiquement, s'il a pris sa décision, personne ne pourra l'empêcher. Et s'il fallait retenir seulement une phrase de cette vidéo, ce serait certainement celle-ci. Qu'est-ce qui l'en empêche? Si t'aimes pas ta situation actuelle et que tu veux la changer, qu'est-ce qui t'en empêche? En tout cas, personnellement, quand j'ai lu Sartre et que j'ai eu cette prise de conscience qu'effectivement, je peux devenir ce que je veux et que toutes les histoires que je pouvais me raconter à moi-même n'étaient en fait que de la mauvaise foi, qu'une diversion de mon esprit pour éviter de me confronter à ma propre liberté, et bien ma vision du monde a complètement changé et j'ai très vite accompli beaucoup plus de choses que je n'aurais jamais imaginées. Alors ne fais pas comme Robert et deviens celui que tu as peur de devenir.